of the internet. En future. In future ook? Ja, maar dat hebben we al gehoord van de markt en dat er gebeuren binnen 10 jaar. Ja, binnen 10 jaar is in de computer in plaats van. Dat is mijn vrouw dat niet ziet. Goedemiddag iedereen. We zijn Klogelaars en Denis Ballencourt van Skynet. En we gaan het vandaag hebben over een redelijk breed onderwerp, over internet. I see that Trish is here, so I'll do it in English. Thanks, Clark. Welcome. The hard part of this presentation was keeping it down to 20 slides, which meant 10 for me and 10 for Denis. So we will only focus on the stuff that made an impression on us or that is relevant for what is going on right now with the internet. I took the easy part, the history, because I could Google everything that I needed. And Denis will focus on the future, the road ahead that we all have. It's a very personal approach, and to be honest, it's also some kind of a wiki presentation and a true example of collaboration with literally last-minute additions. You might be surprised to see that the first time that people started to think about something that looks a lot like the internet right now was already in 1895. And the funny thing about this is that the person who wrote the book, Paul Auclet, is Belgian. You really should read the Wikipedia article on him. He had a very ambitious project called Répertoire Bibliographique Universel, and which was typical for that era in the 19th century, to try and classify everything so that they had the feeling that everything there was to know was somewhere contained in a system. So that was not new for Paul Auclet. But what he did was the way he described it, and it was the first time that someone talked about a network for storage and sharing of information. The way he describes it sounds a lot like the internet today. If you look at what he says, I'm not sure if it, yes, you can read it. So everything in the universe, everything of man would be registered at a distance that it was produced. Now the at a distance was really new for the 19th century. It was not like now where you could have easy transport and go anywhere, anytime, literally and in a figurative sense. What he also said was that the world will be a mirror of our memory. And everyone will be able to read text projected on an individual screen. So in 1895, this man was already describing an ideal network that would enable people to share information and to access it. It's amazing. Now, I'm not going to tire you with the whole history of the internet as we all know it with Vincent Cerf and the other pioneers. I picked one, and his name is Licklider, who back in '69 described a galactic network. I really like the term he coined here, galactic network. He wrote a couple of memos about it, and he described this network as a globally interconnected set of computers through which everyone could quickly access data and programs from any site. Again, it would take more than 15 years before technically they could actually do this kind of thing, before the right protocols were invented and used. Which is amazing is that he didn't focus on how this network would be technically built, but he saw that it would serve to enable social interactions. And he uses the term networking not in a technical way, but more in as a concept of how people connect with each other. Licklider was one of the people who later teamed up with ARPA, and I think that part of the internet history you already know. And if you don't, look it up in Wikipedia. This is my own, yeah, this is mine. In 1992 is seen by a lot of people as a true start of the web, the internet as we know it now. But the image that I show here on the right-hand side is from a concept, a world that is a lot older than that. It was the Well. The Well was the first online community, although it didn't use the internet protocol as we know it now.
Now, I'm quoting Howard Rheingold here in one of his papers in 1992, but Rheingold was part of the well, and that's where he learned a lot of what he's used in his books and publications later on. The funny thing about the well was that what people really liked about it is that they had, for the first time, people had a sense of the global village. You could go online and have something to say or something to ask, and there was always someone, sometimes at the far end of the world, who had an answer and who was willing to respond to it. So there was a really tight community at that time, at the end of the 80s, even before we had a World Wide Web with browsers and everything like we know it now. Rheingold also used the term cyberspace for the first time, and virtual communities. What I like about virtual communities, the way he described it in the 90s, is that he says communities are something that are not created by someone. They're not just deliberately started like most projects start at some time. He uses the term, people bump into each other. It's even like if it's a coincidence that they meet each other in this fast cyberspace. And I think from your own experience, you already know that the people you know from the internet, you didn't really go out and look for them. They just bumped into you at a certain time on one or another server, or someone added you to their Amazon Messenger. But it's almost like if it's something organic or natural, something that with a lot of almost irrational factors to it. I like that about virtual communities, comparing it to some kind of a pond or a pool with a lot of life in it. I move on quickly. In 1994, Amazon.com was founded, and what I like about the concept, what we learned from it, it's of course the leading internet retailer right now. It quickly became one, and it still is. But what they introduced was at that time really groundbreaking technology and features that they had, and that after them, a lot of them wanted to use it. Of course, a lot of their technology was quickly became trademark of Amazon themselves. But it's the first time that a big company uses personal recommendation and customer reviews. I think you all remember the time when you saw for the first time people who bought this book also buy. That's something that is very, very common right now. The peer recommendation and what other people think about it. What do other people think that is hot and new on the internet right now? That's what all the Web 2.0 thing is about, and all these lists that people are making and the aggregation of content is all about what do other people think. And Amazon was really one of the first to implement that. Another, viral marketing is still very hot these days, and it's even becoming a form, let's say, a flavor of marketing that is no longer, let's say, a little extra or something nice to have. It's become a really full-blown form of marketing. But nobody really knows when and where it started. Most people think that the Budweiser was definitely one of the pioneers there. And if do you still remember the WhatsApp? There were TV ads. Well, the true start of the WhatsApp meme was a screensaver with 3 ugly frogs. And have you ever seen it? It was at that time where companies would actually mail around executable files to install it. You can even imagine that, an executable file, and then you would install it and you would have a cool screensaver or a wallpaper for your computer. And these frogs were like that, and were just sitting there, and then when you didn't expect it, one of them would go, "What's that?" And that's how it all started. And Budweiser never expected this, because it was made as something funny. People would decorate their computers with all kinds of funny things in the background. But this went viral very quickly, and the way they reacted to it, and they kept making new versions of it, is a really good example, I think the example of viral marketing. Slashdot is by far the ugliest website on the internet, because this is an older version, but they really do not care about design. And I think it's the biggest proof that the design, it's not always about design. It's about the content, and Slashdot is the first example where you can really feel the power of community-generated content. It's the example that everyone uses when they talk about community or user-generated content. But what we really learned from Slashdot is their reputation management systems. How many times you have posted, what other people thought about these posts, whether they were popular or not, would
be decisive factors of whether your content would make it through to the homepage or not. eBay is using a similar system, the Karma system, and even now in 2006, I hear signals that your reputation and what other people think about you is becoming more and more important. But back in '97, Slashdot was already using this. So it's not that 2006 a lot of things are happening now, and we're learning a lot, and we're doing a lot. We're finally using the internet, what it was not really built for, but what it could be used for. But all the stuff we're using today, it looks new to us with the 2.0 thing. But basically, it's just that the technology and the fact that you can all do it in a browser now is new, but not the fact that people have used it before. Lots of companies like Amazon and eBay have been doing it for years. The Slashdot defect, by the way, is when an article has become so popular that the website a link to goes down because the web server can take the extra traffic. So Slashdot is that popular. Dig is more popular now. Well, it's a shame that the images, well, it's just an illustration. The Cluetrain Manifesto was written in '99. And if you do not know it, please learn it by heart, because it's at that time it sounded like it was a manifesto. It was not more than that. It was written. It was a very ambitious text written by an interesting group of people. And for years, everyone just thought that they had something interesting to say. But if you read it again now in 2006, it's almost creepy the way they were so right about what the true nature of internet is like. It's all about conversations, people talk. When I get back to the Slashdot model, I hear a lot that companies say, I really want to integrate user or community-generated content in my content offering, in my website, for example, but I'm disgusted by what people really write about in the comments. I mean, it's like they do not write nice columns or stories. Sometimes they rant, sometimes they write foolish things. They do not take care of the spelling of words, and a lot of people, when I first noticed, say, "What? I'm so disappointed in the whole project." The Cluetrain Manifesto was right about, if you just listen what people talk about in a bar, sometimes the discussions will be really highbrow, but most of the time people just talk about what makes them angry, or what makes them happy, or what attracts their and that's what internet should also be about. It doesn't mean that a company website should reflect what, I don't know, possible customers or their current customers really think about the company. You don't have to mix all these voices. That's not what I'm saying, but you have to expect that if you allow 10,000 people to say what's on their mind, that a lot of people will have it about what, the natural, they will talk in a natural, open, honest, direct, funny, and often shocking way. Another thing is that you cannot fake the conversations that are going on the internet. I'm really against people who put up, like, corporate blogging has become a big issue now, and a lot of companies are already that far that they realize that they can use a blog to communicate about what they do, but then it's a blog without a heart, and that harms your brand even more than when you do something else instead of blogging as a communication tool. Everyone still remembers, I think, the rise of the social networks. It all started in 2002, but it really started booming in 2004. In 2002, there was an academic project called the Small World Project, and that's where the term 6 degrees of separation comes from. This term says that everyone, I could say, for example, that I'm somehow connected to Bill Clinton, and that there are, in between me and Bill Clinton, there are 4 people. So I know someone who knows, and he knows, and etc. And it's possible to do this. Well, they usually don't use Bill Clinton. George Bush, Clinton. Yeah, voilà. Now, it was an interesting project, really. And what I liked about it, there's an academic project, and then a couple of years later, you actually see some ventures on the internet who use this theory and bring it into practice, and use internet to enable people to make all these jumps until their 6-apart partner. Up until 2002, content was king, and also content is king, and you had big, like an ISP would suddenly start with a portal and have an actual editorial team to fill the portal up with content, so because content was king. Now things started to change with the rise of these social networks, and then contact was king in 2002. At a certain point of time, at the end of 2004, you could see another social network every other day.
So that Clay Shirky actually invented the acronym Yet Another Social Network Service. It was becoming a bit boring. It's a bit like Google introducing another Google service every 2 weeks. After a while, people got bored. Yeah, I had to show this slide, but Dini obviously knows a lot more about this. But in 2004, podcasting, we all know podcasting and we use it or we listen to podcasts and we know the importance of audio and how internet is being used to get internet content, to distribute content to portable devices, which is really interesting. But the first time people started to experiment with it and had some critical mass, some audience to listen to it was in 2004 with the Podfathers, Adam Curry and Dave Werner. In 2005, if you look at the graph over there, you can see that it's growing steadily, like if it's a natural growth of something, and then all of a sudden it's like if they hit a bump or something, and it started to grow a lot faster than the years before. That must have been around 2004 and 2005, when everyone was having broadband internet at home, there were lots of computers at home. And the 1 billionth user went online somewhere in 2005. And this was also the year, 2005, that Google started to release new services virtually every other day. That's Sonja, but not mine. Now this is my last slide, and this was my last slide. And from now, Denis takes over. I think we'll do it in French. Yeah. No, in bad English, it's possible. En français, ça va. En français? Oui, oui. Ok. Donc en 2006, c'est maintenant, ce qu'on peut, enfin, je dirais c'est le dernier slide où on peut se baser sur une expérience commune. Après, c'est de la futurologie. Ce qui est clair, c'est que le fait qu'on passe à 1 milliard d'utilisateurs, le fait que l'accessibilité à l'information est à ce point-là rendue facile par l'existence du web, l'existence de toutes les technologies qui permettent de se connecter, pousse les audiences à shifter entre la presse écrite qui était l'élément qui pouvait, enfin, le média qui pouvait faire à la fois de la réactivité et de l'analyse, pour aller vers un média qui permet une plus grande réactivité et une analyse qui n'est pas monocorde d'une seule personne, mais bien résultat d'une conversation. Et dans les 5 années à venir, il va y avoir un shift de 10% par an entre les deux médias. Ah, par an. Par an. Dacht aan dat weinig is. La création, le partage et la promotion de contenu sont, je dirais, enfin, ces 3 éléments sont complètement rendus possibles, puisque en plus de plateformes de création, de publication de contenu, il y a maintenant des réseaux sociaux qui permettent à ces contenus de circuler auprès de groupes spécifiques, ce qui fait que tout le monde peut se positionner comme étant un éditeur, tout le monde peut également se positionner comme étant quelqu'un qui choisit un modérateur, merci, ce qui oblige, vu la production en masse de médias, de filtrer, de remélanger pour avoir une offre ou une consommation qui ait du sens. À l'heure actuelle, on associe plusieurs sources. Il y a des personnes qui partagent ces sources. C'est le boom qu'on peut rencontrer avec les fichiers OPML qui sont distribués, ce genre de choses. Une question qui sous-tend cette subite augmentation de services de consommation, c'est effectivement, est-ce qu'on ne vivrait pas une deuxième bulle comme celle qu'on a pu voir exploser lamentablement vers l'an 2000 toutes les questions autour de mais à qui est-ce que l'ensemble de ces services s'adresse? Est-ce qu'en fait on n'est pas en train de développer des choses splendides, de donner la pleine mesure du web, comme disait Flo, mais est-ce que ça atteint tout le monde? Alors ça risque surtout d'être des questions qui se poseront dans les années qui viennent. Alors je me suis basé sur des gros événements historiques qui vont arriver et où le web va nécessairement jouer un rôle essentiel. L'année prochaine, proche de nous, on va voir l'élection du président français qui va nécessairement être une infowar. Le web, la blogosphère va être l'élément, j'ai mis un chiffre
pour voir si je me trompe ou pas. On verra ça la prochaine. Mais ça a déjà été le cas lors de l'élection sur le référendum européen. Si on regarde les statistiques, je dirais des points de vue oui-non sur la blogosphère, eh bien c'est le non qui est plus représenté que le oui, et c'est le non qui a gagné au scrutin. Donc on peut tirer la même conclusion sur ce qui va arriver pour l'élection présidentielle, où les débats sont déjà en train, principalement sur le web, avec quelques pics dans la presse traditionnelle. Pour l'instant, le RSS, OPML, c'est des mots qui font un peu peur, hein, ce sont des acronymes, ça ne veut rien dire, c'est une technologie. Normalement, un des grands fournisseurs de software mondiaux devrait sortir l'année prochaine un lecteur d'email qui intégrera le RSS. Ça veut dire, théoriquement, la possibilité de suivre activement ces bookmarks, parce que c'est ça, le RSS, pour plein de gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça devrait permettre encore plus l'accessibilité à l'information. Évidemment, ça devrait permettre à tous ces gens qui, à l'heure actuelle, bon, il y en a certains qui sont connus, les Mike Harrington, tous les gens qui peuvent créer des réseaux de médias, sont des leaders d'opinion, des leaders de communauté par rapport à un lectorat des centres d'intérêt. Ceux-ci devraient encore plus gagner une audience l'année prochaine. Ce qui est clair aussi, c'est que les outils de recherche spécialisés, je pense principalement à Technorati, surpassent en qualité et en relevance des outils qu'on peut tous utiliser comme Google. Et que là, on a en fait deux modèles qui commencent à coexister. C'est le crawler, et c'est un outil qui réagit par rapport à un système de ping. L'outil qu'on dit, je me suis mis à jour, publie ça vers le monde. Il y a un temps de réaction qui est évidemment beaucoup plus court sur un système comme Technorati. Et quand on met Technorati, Google ou Yahoo et Technorati en concurrence pour voir quel est celui qui représente le mieux l'état des conversations, Technorati gagne. Et ça devrait continuer. Ils ont une avance. Et puis l'offre, évidemment, l'aspect commercial, c'est le on-demand, qui à l'heure actuelle est à la limite un vieux mot, mais la personnalisation, le fait qu'on soit tous différents, qu'on puisse tous avoir des centres d'intérêt complètement différents, qu'on puisse consommer nos besoins d'information à n'importe quel moment, devrait être l'argument commercial. En 2008, le contenu devrait être avant tout vu online. Les autres médias devraient être une répétition, une manière de populariser peut-être plus, mais la source première d'information sera l'online. La première chose que vous verrez, une information que vous prendrez connaissance devrait être online. Pour reprendre le même débat, en 2008 c'est une élection US qui aura lieu. Ce qu'on aperçoit sur le marché US, c'est effectivement, c'est le slide que tu montrais avec les Friendster, Orkut et autres, le poids de ces réseaux sociaux, je dirais, est à ce point-là important. J'ai l'impression que la conformation même du pays, de société, où on est tous occupés à voir dans des directions différentes, où le lien social qu'on a dit se détruire pendant les 20 dernières années, les familles explosées, les gens qui vont travailler à l'étranger, tout ça, le réseau social est à ce point-là une manière de perdre de retrouver ce contact qui est plutôt difficile à maintenir, qui devrait prendre un poids hallucinant encore dans les années qui viennent. On ne devrait pas pouvoir voter via Internet en 2008, je ne crois pas que ce soit vraiment une possibilité, mais c'est par contre de nouveau là que se gagneront les élections. En 2008, il y a un autre élément technologique d'importance, c'est que Galileo, le réseau de géopositionnement européen, qui est beaucoup plus précis que ce que nous connaissons pour l'instant avec le GPS, devrait être positionné. L'Europe va avoir un nouveau type de service possible, qui est de se dire tous les objets, si on leur colle une petite puce RFID, donc c'est-à-dire c'est minuscule, ça fait la taille prenez un stylo, faites un point sur quelque chose, ça a à peu près cette taille-là. On peut mettre ça sur n'importe quel objet, il peut avoir une identité, il peut avoir une adresse IP, il peut être détectable, devrait permettre un niveau une offre de services géolocalisée et personnalisée que nous ne connaissons pas encore.
Alors d'un point de vue culturel, qu'est-ce qui se passe encore sur la fin de la décennie que nous connaissons? En 2009, je dirais les ados seront tous des ados qui ont toujours connu le réseau. Le net est là depuis qu'ils ont toujours existé. Nous sommes les fruits des masses médias. On a grandi avec des centres d'intérêt qui étaient ceux qu'on pouvait accéder, la télé, la radio, la presse imprimée. À l'heure actuelle, il est possible de s'intéresser à n'importe quelle niche de la culture, de la trouver aisément si vous aimez le ska russe, si vous avez envie de connaître la musique classique dans le sud de la France ou les chants inuits. Il n'y a aucune limite à la curiosité, tout est accessible. Là, on a un public pour qui une voix unique, ce qu'est le bon goût, ce qu'il faut connaître, le chart, n'est qu'une information. Ce n'est pas l'information, c'est juste une information qui est disponible à côté de plein d'autres, d'une richesse culturelle dont nous n'avons pas conscience, mais que les générations qui suivent vont pouvoir vivre, faire partager. L'aspect viral de l'information, le fait que c'est pas nécessairement une source, mais ça peut être un témoin, c'est ce qu'on a pu connaître au moment des attentats. Le fait que toutes ces informations qui remontent sont partagées vont à un moment nécessairement questionner le gap qui existe entre nos sociétés et des sociétés qui sont beaucoup moins gâtées que les nôtres. J'imagine mal un scandale comme celui qui peut se passer à Charleroi maintenant exister en 2009 pendant 15 ans de silence. Le citoyen va pouvoir avoir une emprise et un besoin d'information qui va nécessairement obliger les organisations, surtout politiques, à revoir leur manière de fonctionner. En 2010, on devrait passer le 1,750 milliard de surfeurs sur 6,8 milliards d'humains. Toujours par rapport à la question précédente qui est de se dire en 2009, on pourrait se questionner sur la structure de nos sociétés. Pour la première fois de l'histoire, un événement majeur au niveau mondial va avoir lieu en Afrique, qui est, si on regarde l'état du monde à l'heure actuelle, une zone complètement absente de tous les développements technologiques. Et puis l'idée, c'est de se dire qu'à un moment ou à un autre, le brassage de cette information risque d'être pris par des machines et d'avoir une sorte de visualisation de ça, par une sorte de speaker constant, digital, qui pourrait peut-être être même le journaliste le mieux payé du monde, enfin en tout cas la société de production qui l'aurait inventé, mis en place, être celle qui est la mieux payée du monde. CNN ne serait plus présenté par des stars humaines, mais bien par un visage digital. En 2011, le web aura 20 ans, comment 5 ans. L'accès et le contrôle des médiateurs, donc de ces gens qui mettent en contact, deviendra nécessairement un questionnement. Reprendre le contrôle. Pendant ces 5 années, les médias classiques, donc je reprends mon slide 2006, se sont écroulés. Le web a pris cette importance. Le shift par rapport au contrôle, on le voit déjà maintenant, il y a des petites tentatives de donner des produits à gauche, de faire des découvertes pour que les leaders d'opinion répercutent des actions marketing. Il va falloir le faire pour que ça aille très vite. Je termine, je passe très vite. Oui, comme tous les éléments pourront être traqués, on va évidemment accéder à peu près à tous. Les artefacts, savoir où ils sont, dans quel état ils sont. Et le brosser, ça va être en fait se balader dans le monde physique. Petite idée, c'est pourquoi pas à ce moment-là aller dans l'espace. On devrait pouvoir voter en 2014. Peut-être qu'on nous interdira d'éteindre nos machines, puisqu'on devra toujours savoir où on est, ce qu'on fait, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est là ou pas. Et une application sociale pourra devenir légalement un outil de contrôle social. Comme tous les objets existent, on pourra tout à fait imaginer répéter sa vie dans un monde virtuel, s'immiscer dedans, complètement interagir avec lui et voir ce qui fonctionne. La présence des robots sera aussi plus grande. Le fait qu'ils puissent régir faire des tâches comme le contrôle de la sécurité. Ce ne sera plus un lien humain, mais où les règles seront appliquées par des machines extrêmement simples. On peut tout à fait imaginer aussi aller vers du contrôle émotionnel.
Tout ça, c'est toujours plus de contrôle sur l'information et tout type d'information. Alors évidemment, dans un monde où il y a un sommet d'information, il y a un bruit qui est total, si bien qu'en fait, on ne peut pas filtrer, que le rêve du mondanéon, donc de Paul Autrey, qui était toute cette information assemblée, pourrait quand même commencer à ressembler à un cauchemar, où en fin de compte, toute cette information peut être accédée et donc nous pouvons être complètement contrôlés. Alors peut-être que quelque part, une jeune personne qui sera capable de redonner du sens à cette masse d'informations pourra, avec une base de followers et un message, commencer à regagner la confiance du monde et redonner de l'espoir. Et no one knows if they will. Eh ben, personne ne sait s'ils vont utiliser ce pouvoir pour nous libérer, nous dominer. C'est juste pour vous dire que toutes ces innovations sont passionnantes, mais qu'il faut rester attentif. Voilà. Merci. First, small question: does everybody understand Dutch or no? Okay.